Bonjour à tous, bienvenue pour cet énième rendez-vous de votre émission l'avant-match. On a encore la banane cette semaine parce qu'on a encore gagné. Bonjour messieurs. Salut Jérôme, salut à tous. Salut à tous. Cette semaine, on accueille Pascal. Salut Pascal. Salut Jérôme, salut tout le monde. Toi, c'est ta maison, quoi. Presque. Maintenant, l'avant-match, tu sais que c'est... Non, mais t'as raison. Mais on t'aime bien, on t'apprécie. Et on accueille un nouveau, Xavier Garcia. Xavier, ravi de t'avoir aussi. Alors, tu vas nous dire un peu qui tu es, mais surtout ce que tu es au fond du cœur, parce que tu es d'abord un supporter de l'OGIM. Alors, côté ville, je dirige l'antenne du conseil régional dans les Alpes-Maritimes. Pardon, prends ton micro. Ouais, merci. Donc, je disais côté ville, je dirige l'antenne du conseil régional des Alpes-Maritimes. Et côté stade, je suis supporter du gym depuis l'âge de 5 ans. Et on va dire pudiquement que je fais partie de ces gens qui ont des difficultés psychologiques à rater un match de leur équipe. Surtout qu'en plus, le conseil régional, rappelle-nous qu'il se situe à Marseille. C'est encore plus compliqué à concevoir si tu veux. J'ai beaucoup de conflits au travail. D'accord. Tu n'en auras pas ici. C'est le bon endroit en tout cas pour parler de l'OGC Nice. Et on est ravis de t'accueillir. On est ravis de vous avoir, messieurs. On démarre tout de suite avec les sujets de la semaine. Et le premier, on va parler du supporter et de l'ambiance du stade d'une façon plus générale. Alors on va parler... On va jeter un œil sur les affluences. Peut-être que Doumé, tu pourras nous filer des infos sur ce point-là. Tous derrière le gym, je crois que c'est vraiment le leitmotiv que les supporters doivent avoir aujourd'hui parce que on peut faire mieux. En dépit d'une ambiance exceptionnelle, quand même au Ré. Vendredi, il y avait encore des supporters qui étaient présents et en tout cas que ça soit la Sud ou la Nord, il y avait du monde. Ça chantait, etc. Mais on a quand même un défaut de présence de supporters et ce en dépit de tout ça et également des résultats qui sont exceptionnels. Doumé, il y a une explication à ça. Est-ce qu'on peut mieux faire et comment ? Moi je pense qu'on peut mieux faire parce que quand on regarde les statistiques de la Ligue, on s'aperçoit que Nice au niveau de l'affluence est 19e au classement. Il n'y a qu'Ajaccio qui est derrière nous. On tourne à une moyenne de 8-9 000 spectateurs par match. Pour une ville où il y a énormément de choses à faire le samedi et tout, c'est pas mal. Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, avec le football qui est pratiqué aujourd'hui par l'équipe de Claude Puel, je pense que Nice mérite d'avoir un peu plus de spectateurs. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le début de la saison, même quand il y a eu cette période de matchs nuls qui se sont accumulés, on ne s'est jamais, pardon l'expression, on ne s'est jamais emmerdé au Stade du Rail. Et je pense qu'avec cette équipe-là, je pense que Nice mériterait... d'avoir tout simplement plus de spectateurs, quoi. Je m'attendais à ce que le stade soit un peu plus c'est vrai que c'est pas fabuleux quand même en team. 8000 personnes, tu te rends compte, c'est 10 fois moins que le nombre de téléspectateurs de notre émission l'avant-match, quoi. C'est que 10 fois moins. C'est 10 fois moins seulement. Seulement, moi je pensais qu'il y avait quand même plus de téléspectateurs encore qui nous regardaient ou d'internet. Non, mais quand tu viens, ça monte, ça explose. D'ailleurs, tu nous fais péter les cartes, sache-le. C'est pas normal que Bastia ait plus de spectateurs, que Reims ait plus de spectateurs, que Troyes ait plus de spectateurs. C'est vrai que, pour rejoindre ce que dit Doumé, c'est un peu décevant ces affluences, mais c'est vrai qu'on n'a aussi pas eu de chance ces derniers temps, parce que la plupart des matchs, il a plu. Il faut rappeler que le Stade du Ré, même en tribune d'honneur, tu te mouilles. Et c'est vrai que ça doit y jouer aussi un petit peu. Donc pour toi, la responsabilité de l'infrastructure ça y joue beaucoup. Et aussi, je dirais, dans une période où on est quand même dans une période de crise, aller au stade, ça peut être aussi considéré comme un luxe. Quand il y a 2 matchs de championnat dans le mois et qu'il faut débourser pour être en tribune d'honneur couvert entre 35 et 45 euros par personne, ça devient un luxe de venir au stade. Donc, je veux dire, ça doit aussi... on doit aussi, je veux dire, le fait qu'on n'ait pas assez de place pour tout public, doit jouer aussi sur l'influence. Ne soyons pas trop négatifs. Quand même, Xavier, regarde, je ne sais pas ce que tu en penses, mais par rapport à Bastia, il y avait quand même un soutien qui était considérable de la part des supporters. On a parlé de l'épisode où ils se sont rendus à l'aéroport à l'arrivée, donc il y a quand même toute cette ferveur autour de l'équipe. On l'a toujours eu, c'est pas nouveau, donc il y a quand même... la populaire sud.
Si tu enlèves la Populaire Sud, t'as pas, je sais pas combien de dizaines, de centaines de spectateurs à l'aéroport. Non mais, enfin, par exemple, pour le match contre Reims le week-end dernier, donc c'était vendredi, c'était pas samedi, il y avait quand même du monde quand même dans le stade, et puis il y avait quand même une belle ambiance. Alors oui, on peut mieux faire, mais je sais pas. Je veux dire que ça a toujours été comme ça, et surtout depuis 2002. Où effectivement il y a une ferveur dans le stade, je crois que tous les joueurs qui arrivent en témoignent, il y a une passion qui fait que les joueurs peuvent se sublimer, mais il y a un problème au-delà de ce que disait Pascal, auquel je souscris, l'infrastructure, le prix des places, les places sont sans doute plus chères ailleurs et il y a plus de monde, mais il y a un problème de potentiel public à Nice, ça c'est historique. La meilleure moyenne à Nice, je crois que c'est 15 000 spectateurs, c'était dans les années 50, et depuis la remontée, le mieux qu'on ait fait, c'est 11 000. Alors évidemment, il y a le stade, il y a aussi la concurrence historique de Monaco et de Cannes, c'est-à-dire qu'après Villefranche, vous trouvez beaucoup de supporters de Monaco, et après Antibes, il y a une majorité de supporters cannois. Donc tous les défis du nouveau stade, justement, ça va être de retrouver un potentiel public supérieur, avec une situation géographique qui sera peut-être plus adaptée à attirer les spectateurs de l'ouest du département. Poussin, peut-être un mot. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à plus de monde en Romandie, mais je pense que le noyau est là, il a toujours été présent ces dernières années. Il ne faut pas oublier aussi que ces 2-3 dernières années, on a un petit peu galéré entre guillemets, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Il faut retrouver le cœur de tous les supporters, et je suis persuadé qu'avec le nouveau stade, ça va refaire venir les gens, et avec le résultat de cette année, tout le monde va revenir. Ouais, je pense aussi, parce qu'on est quand même dans une phase de reconstruction. Pascal, tu veux dire un mot ? Tu dis rapidement, comme ça après on passe au sujet d'après. Comme vous disiez, on se régalait. Mais juste pour rebondir sur ce que dit Xavier, le prix des places peut-être ailleurs est aussi cher, mais ailleurs tu as une offre au niveau populaire qui est beaucoup plus grande. Donc c'est vrai que si tu as deux populaires à 2 fois 4000, ben, tu peux faire déjà 8000 personnes à bas prix, et après tu complètes avec le reste. Donc je pense que l'offre aujourd'hui tarifaire est quand même un frein au public qui peut venir un peu nombreux dans cette période. Eh bien c'est parfait, ça veut dire qu'il est temps que l'OGIM arrive dans l'Alliance Riviera, et c'est pour bientôt. Mais avant ça, c'est le deuxième sujet, on va parler de l'inconnu de la semaine. Alors Grégoire Puel, voilà un garçon qui est arrivé en toute discrétion, et je dois dire sur 2 sorties, sur 2 matchs, beaucoup de choses positives au sujet de ce garçon. Qui veut prendre la parole en premier ? Vas-y, Poussin. Alors c'est vrai que c'était un pari quand même de lancer son fils à Bastia, surtout dans un contexte qui est assez difficile. Et c'est vrai que pour l'entraîneur aussi c'était un défi, parce que c'est toujours le rapport qu'il y a entre le père, le fils, de dire oui c'est mon fils, je vais le faire jouer. Mais voilà, je pense que s'il l'a fait jouer, c'est qu'il sentait qu'il pouvait tenir sa place. Et puis on en est tous convaincus en plus, sur les 2 matchs qu'il a fait. Il a répondu présent sur les 2 matchs, et c'est vrai que c'est une belle surprise, et ça fait un joueur encore en plus dans l'effectif, surtout à ce poste-là, ce qu'on se cherche depuis le début de saison, et c'est vraiment une bonne chose. Oui, puisque là maintenant, on a quand même pas mal de solutions. On a Genevois, on a Palin, vient s'ajouter à ça maintenant Grégoire Puel. Ouais, non, et puis il y a de solutions, mieux c'est. Le championnat, il reste encore beaucoup de matchs, il y a des blessés, donc là on l'a vu aussi qu'il y a beaucoup de blessés, donc on peut compter sur un joueur en plus, et c'est jamais trop. La profondeur du banc, c'est essentiel pour l'UEFA l'année prochaine, qu'est-ce que t'en penses ? La Champions League. Maintenant, on regarde Marseille. Le prochain match, ils font nul à 3, on gagne à Saint-Etienne, et on est devant. Sinon, sans plaisanter, c'est vrai que c'est un garçon intéressant. C'est un garçon intéressant. On a été surpris parce que quand il est arrivé, il a signé sa licence amateur en décembre. Tout le monde était regardait ça bizarrement. Bon, ça le faisait un entraîneur. Bon. Mais là, il démontre avec son repositionnement au poste derrière droit qu'il a de grosses qualités, et il a fait deux matchs de bonne facture, et surtout dans un contexte très particulier à Bastia, de venir à sa place comme il a fait. Moi, je dis chapeau. Maintenant, il faut que ça continue. Bien sûr, c'est très frais. Et qu'il se fasse un prénom. Voilà. Peut-être que c'était mieux, justement, vu le contexte à Bastia, de le lancer à Bastia. Parce que s'il y avait un échec au bout, il était quelque part pardonné, entre guillemets, aussi bien Claude Puel que Grégoire, en se disant, bon, c'est un petit échec, mais le contexte à Bastia est particulier, c'est une terre hostile, etc., etc. Bon, finalement, c'est vrai que ça a été une réussite aussi bien à Bastia que contre Reims. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a lancé dès la première émission. On s'était dit, bon, c'est la première, c'est le moment de le faire. Ça peut être un échec, mais dans l'absolu, c'est une première. On ne sait jamais. Xavier. Je suis le Grégoire Puel de l'avant-match. Oui, cette semaine, oui. Effectivement, je pense que c'était plus un pari pour le joueur que pour l'entraîneur. C'est Claude Puel a acquis un tel crédit
depuis le début de saison, que le risque était limité. Il n'y a pas d'arrière droit de métier de toute façon dans l'équipe. Il y avait beaucoup de blessés, donc on prenait pas un risque personnel à lancer son fils. Par contre, pour le jeune, s'il s'était loupé à Bastia, je crois que ça aurait été une catastrophe pour lui. Et il a fait mieux que ça. Il a sauvé 2 buts. Et moi, ce qui m'a impressionné dans le match contre Reims, c'est ses qualités offensives. Il a fait des débordements. J'avais plus vu ça depuis Rod Fanny, quoi. Et encore, je crois que ses coéquipiers ne le connaissent pas encore. Ils ne sont pas énormément appuyés sur lui. Et il offrait beaucoup de solutions. Alors bien sûr, il y a encore un peu de déchets derrière. Il y a eu 2 passes un peu hasardeuses qui ont été sans conséquence. Enfin, pour un deuxième match, il y a un poste qu'il découvre. C'est une bonne entrée. C'est bluffant. C'est une bonne entrée. Bon, il est jeune et très clairement, on en parle parce qu'il vient d'arriver et que c'était une tête qu'on n'avait pas vue depuis le début de la saison. Donc il est logique qu'on en parle un petit peu. Mais ça fait que 2 mois qu'il joue latéral. Mais voilà, déjà en plus, il y a le positionnement. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est quand même relativement frais. Donc il faut lui laisser le temps, mais il a montré des choses intéressantes. Et puis c'est important pour la fin de saison. Et on parlait des blessures, etc. C'est bien d'avoir quelqu'un de supplémentaire et qui soit capable de tenir son poste. On va parler d'un autre joueur tout de suite. Alors nous à Nice, évidemment on le connaît, à l'échelle nationale on le connaît aussi, mais alors tous deviennent comme nous, c'est-à-dire fans. On parle de David Ospina, c'est maintenant. Il est classé meilleur gardien de Ligue 1 par l'équipe. Ils ont un classement annuel. Voilà. Et depuis le début de la saison, c'est notre gardien niçois, David Ospina, qui est à ce poste-là, à ce classement-là. C'est exceptionnel, sachant que, paradoxalement, il est beaucoup moins sollicité que l'année dernière. Mystère. Qui veut répondre au mystère de David Ospina ? Je commence. Effectivement, je pensais depuis longtemps que c'était un des joueurs les plus sous-estimés de ce championnat. L'aventure de cette année démontre un peu sa force de caractère. Je crois valide aussi le fait que Claude Puel est loin d'être l'entraîneur qu'on disait. C'est-à-dire qu'on l'a présenté comme psychorigide. Et David Ospina était un peu tricard depuis le début de l'année. On le voit, David Ospina s'était en plus un peu loupé dans un match de Coupe de la Ligue quand il a fait sa rentrée. Et après Montpellier, Puel le lance en championnat. Et là, tout démarre. Et ça coïncide avec les bons résultats de l'OGC Nice. Alors même que Joris Del n'avait pas démérité en début de saison, même s'il n'avait pas été foncièrement décisif. Donc je crois que c'est la trouvaille de l'année. Et si effectivement on pouvait le prolonger, ça serait une excellente chose. On rappelle, il y a quand même une concurrence saine qui existe entre ces deux gardiens, qui sont... comme à tous les postes, j'ai l'impression. De très bon niveau l'un et l'autre. Bon, Ospina est évidemment un peu plus mis en lumière du fait de sa présence plus importante que Joris Del. Et puis surtout, il a un rôle plus difficile cette saison dans la mesure où il a moins de ballons à négocier. Et à chaque fois, il le fait très très bien. Et à mon sens, maintenant que Loris est parti, il fait partie des 3 meilleurs gardiens français avec Sirigu et Ruffier. Ça fait quelques années d'ailleurs qu'Hugo est parti. C'est sa 5e saison, là je parle pour David Ospina, à Nice, et il fêtera son 150e match ce week-end, Doumé, face à Saint-Etienne. Moi je suis pas d'accord avec Xavier quand il dit... c'est une trouvaille, c'est la trouvaille de Nice cette saison. David Ospina, le jour où il a démarré dans le but niçois, c'était à Boulogne en coupe, ensuite en championnat à Monaco. On a tout de suite vu que c'était un bon gardien. Et quand on dit il était tricard, non, c'est tout simplement parce qu'il y avait autre chose dans sa tête. On ne savait pas s'il allait partir, s'il allait rester. C'était pareil la saison dernière. Et donc quand il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête, le coach préfère le mettre de côté, mais pour moi il n'était pas tricard. C'est tout simplement parce que il n'était pas prêt pour disputer les matchs à 100% comme il avait été. Mais Ospina, dès qu'il est rentré dans le but niçois, on a tout de suite vu que c'était un bon gardien, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il mérite sa place dans cette équipe, et c'est vrai aussi qu'il a ramené pas mal de points à Nice. Mais pour moi, c'est pas une découverte. Pascal. C'est vrai qu'au début de saison, on imaginait qu'il allait partir, donc c'est vrai qu'il était dans une phase où il valait mieux pas qu'il joue parce qu'il n'était pas à 100%, il avait la tête ailleurs, surtout que l'année d'avant il avait déjà failli partir, et là il se demandait, et en plus repartir encore avec l'OGC Nice dans une saison qui s'annonçait difficile, pour lui ça semblait compliqué. Et c'est vrai que sa rentrée coïncide avec les bons résultats, on a été invaincu jusqu'à Lyon avec lui dans les buts. Et je pense qu'aussi maintenant il s'est remis aussi dans un nouveau challenge. Je veux dire, parce que autant il était exclu qu'il reste en début de saison,
aujourd'hui, sa prolongation de contrat n'est pas un fantasme, elle peut arriver. Compte tenu des résultats, l'arrivée du grand stade de l'année prochaine, donc il est je pense dans un nouveau projet, il s'inscrit dans un nouveau projet, ce qui peut expliquer aussi ses belles performances, parce qu'il est revenu une pièce maîtresse du projet niçois. La pièce maîtresse du projet niçois, est-ce que tu veux dire un mot toi aussi Non, moi je suis d'accord avec Doumé, je pense qu'on savait la qualité de ce gardien et voilà, il démontre juste qu'il est revenu dans le coup et que voilà, en début de saison il avait des velléités de départ, il n'est pas parti, on sait comment c'est, les joueurs ils partent, ils sont pas dans l'état d'esprit. Voilà, on le met un peu de côté, le temps qu'il digère un peu son non-départ ou son départ, et il s'est remis dedans. Et l'année dernière, il a fait partie, largement partie des joueurs. C'est peut-être même le joueur qui nous sauve la saison. Oui, bien sûr, il a fait une grosse saison. Il est beaucoup moins sollicité cette année, et pour autant cette année, ça fait 5 ça montre les qualités qu'il a. Il est premier. Ça montre les qualités qu'il a. Tu as de grandes qualités, toi aussi. Merci. Est-ce que tu vas en avoir Merci, Jérôme. pour nous donner de bons pronostics à la fin du prochain Bien sûr. Qui est de parler de Saint-Etienne. C'est le sujet de maintenant, je compte sur toi. Allez, le match de la semaine, ça c'est l'affiche. Un choc c'est indéniable. Un choc au niveau des supporters. Un choc au niveau du classement. Messieurs, il y a pas mal de choses à dire sur ce match qui se profile, qui va être compliqué. Poussin. C'est vrai que c'est un gros match ce week-end. On est dans une belle période. Au niveau du classement, tu viens de le dire, ils sont juste derrière nous, donc on peut prendre de la distance avec eux si on fait un résultat là-bas. Ou si on fait un mauvais résultat, ils peuvent revenir sur nous. Donc c'est vrai que c'est un match, pour moi, c'est un match un peu capital pour la suite. Et surtout les matchs qui vont s'enchaîner, parce qu'on est en mois de mars vraiment très compliqué. C'est violent. Donc à travers ce mois de mars, je pense que début avril, on saura si on peut vraiment rester en haut de tableau ou voir comment ça se passe. C'est un match charnière pour toi, ça vraiment, qui va donner le ton de la fin de la saison. Ça peut nous mettre vraiment dans d'excellentes conditions, mais là, en ce moment, tous les matchs depuis début janvier, on dit que c'est un match charnière. On le disait à Lille, on le disait à Bastia, on le disait contre Reims, on le disait contre Bordeaux. Et on attend tous l'équipe au tournant et elle a répondu présente. On est toujours là. On s'installe dans la 4e place. Et là, c'est vrai qu'à Saint-Etienne, ça va. Mais même si on fait un nul, même si on perd, parce que maintenant, on espère tous la victoire, mais on sera toujours dans le coup. Parce qu'après, on reçoit Montpellier, on va à Nancy. Mais avec les résultats de la semaine dernière, on sera toujours dans le coup. Donc, on peut y aller presque à Saint-Etienne sans pression particulière. Parce que même une défaite n'hypothéquerait aucune chance pour la vie. On serait 5e. Avec une défaite, on serait 5e. Et j'ai envie de dire que je suis persuadé que l'équipe de Nice préfère jouer des équipes comme ça, comme Saint-Etienne. Parce que j'ai l'impression, on sait, quand on affronte Saint-Etienne, on sait à quoi s'attendre. En revanche, moi, je redoute plus les matchs contre Reims, contre Troyes, Nancy, parce que ce sont des équipes qui font des parcours en dents de scie, et on ne sait jamais à quoi s'attendre, d'autant plus que ces équipes-là ont un besoin urgent de points. Donc, et c'est vrai que j'avais parlé un jour contre Reims, c'était un match piège, c'était un match piège. Là, à Saint-Etienne, pour moi, c'est pas un match piège. En plus, ce sont deux équipes qui se valent, qui se valent sur le terrain. 12 victoires chacune. Il y a Nice qui compte 9 nuls, Saint-Etienne 8, Nice 5 défaites, Saint-Etienne 6. Donc, quand on regarde les stats des deux équipes, ce sont deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. Ouais, enfin, c'est quand même un peu plus inquiétant que de recevoir une équipe de fin de tableau qui cherche à grappiller des points ici et là, parce que quand même Saint-Etienne est en pleine bourre. Ça va être difficile. Oui, ça va être compliqué quand même là-bas. Saint-Etienne a une bonne non, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Saint-Etienne depuis plusieurs saisons est toujours au point de l'Europe, donc les Niçois savent à quoi s'attendre. Par contre, quand tu rencontres 3 Reims, tu sais jamais comment ça va jouer. Si les mecs ils vont jouer à 11 derrière, s'ils vont procéder par contre. Là, tu sais comment joue Saint-Etienne, etc. Et comment son équipe va devoir jouer. Xavier. Oui, je suis d'accord avec Dominique. C'est même peut-être le moment de les prendre. Parce qu'on a des difficultés à faire le jeu à domicile depuis 3 matchs. Ça coïncide avec l'absence de Digard. On a vu la différence en deuxième mi-temps quand il n'était pas là. Et c'est peut-être le moment de les prendre. Et à Geoffroy Guichard, on a gagné, je crois, ces 5 dernières saisons, il me semble. On est devenu une sorte de bête noire là-bas. Et ça sera un match à 6 points avec un joker, donc on n'a rien à perdre réellement. Et ça fera partie, je pense, des équipes qui seront dans les 5-6 premiers au bout, avec nous. Je vois aussi Lille très bien revenir.
Et moi, je commence à exclure Marseille, qui a un niveau de jeu catastrophique depuis plusieurs mois, et sur lequel on a repris quand même 8 points depuis la reprise. Donc je sens un effondrement de Marseille et une lutte avec Saint-Etienne et sans doute Lille pour les places européennes. Mais encore une fois, je crois qu'il faut aller là-bas sans pression, dans la mesure où Saint-Etienne a un calendrier extrêmement difficile en fin d'année, et une défaite n'augurait rien de mauvais. Alors avec un état d'esprit pareil, tu vas nous sortir un pronostic exceptionnel, je pense, pour l'OGIM ce week-end. Moi, je vois un partout. Ah ouais, d'accord, c'est plutôt... moins excitant que tu nous fais toute une tirade. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Ce sera un très bon résultat, parce qu'on a Aubameyang qui est avec Payet, le joueur de ce début d'année. Ouais. Donc un partout, on s'en sortirait très bien. Et je vois donc Aubameyang et Petinovic sur un coup de pied arrêté. Donc un partout. Pascal? Je pense que je vais rejoindre nos avis sur le 1 partout, parce qu'il y a une inconnue, c'est la présence ou pas de Digard samedi, et avec Gabriel blessé suspendu et Traoré blessé, je crois qu'on aura quelques quand même difficultés au milieu samedi. Donc je vois un partout, mais je vois plus un but d'Esric qui est vraiment en pleine bourre actuellement. Poussin? Moi, je vais être objectif. Ah, tu changes, tu as le droit de faire ça ou pas? Non, je vais rester toujours sur mon 2-1. Tu restes sur ton 2-1 là-dessus? Je garde ma ligne de conduite, ça arrivera. Non, mais tu sais qu'on avait dit que tu avais le droit aussi de changer quand même. Non, mais je change pas. Je reste sur ma ligne de conduite. Les deux qui pour Nice, bien sûr. Non, c'est l'avant-match du club, on n'a pas le droit, tu sais, de donner des défaites. Sinon, on est viré, on ne peut pas rester la semaine qui suit. Donc, ce sera ma dernière parce que moi, très mais toi, t'es indépendant, toi, ça va. Je vois une victoire de Saint-Etienne. Je vois une victoire de Saint-Etienne 2-1. J'espère bien sûr me tromper. J'ai envie de rassurer les supporters parce que dans les pronos je suis hyper mauvais. Donc, mais au fond de moi, j'ai une victoire de Saint-Etienne 2-1. Après, je voudrais rebondir sur Pascal quand il dit oui, sans Digard peut-être, sans Malin. Ouais. C'est vrai. Mais à chaque fois on s'est dit ça. Ils sont allés gagner à Brest sans quasiment Svitanic, sans Digard, sans Sivelli, sans machin. C'est donc. Je pense que les absences peuvent être un frein, mais pas aujourd'hui. Mais juste avant qu'on termine et que je donne mon pronostic, je rappelle 2-3 infos. D'abord, il y a un déplacement de supporters niçois qui est prévu. 4 bus, non? Donc c'est pas mal. Il y aura, et ça c'est important. Et moi je suis sûr que c'est ça qui va permettre à l'OGIM de gagner un match à l'arraché, un match de le retour des vacances. Ah oui, ça c'est. Donc pour aller à Saint-Etienne, ils vont galérer. Et puis c'est tellement excitant d'aller passer un week-end à Saint-Etienne en plus. Moi je vois un 3-2 pour Nice, un match compliqué, mais je nous vois gagner à l'issue. Pour info, 4 heures avant, pour ceux qui font le déplacement, sachez que la réserve donc, de Nice, qui est leader de la CFA2, c'est quand même pas rien, joue pas très loin d'ailleurs à Andrézieux. Voilà, c'est ça. Tu connais ? Je connais le club de par ses résultats. D'accord. Mais j'ai jamais passé mes vacances là-bas. Hein. Si c'est ça que tu... Non, je ne veux pas nécessairement. Mais c'est marrant, mais je ne veux pas forcément passer mes vacances avec toi. Que je serai invité. Bon voilà, messieurs, merci beaucoup. C'était sympa, encore une fois. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, en espérant de ramener au moins un point de ce week-end à Saint-Etienne. On vous remercie pour votre présence. Je le rappelle, vous étiez 87 000 la semaine dernière à nous avoir regardés et ça nous fait très plaisir. On compte sur vous. Il faut qu'on atteigne les 150 000 visionnages par semaine d'ici la fin de la saison. Ciao, à bientôt. Bye bye.